Bonjour à tous, mais voilà, c'est parti pour le ZCL de ce mercredi exactement 21 février, ça y est, le mois avance, l'année aussi, et puis aujourd'hui, eh bien, on va recevoir tout à l'heure Jean-Paul Fischer, qui est directeur de la SEM patrimoniale, et c'est lui qui organise, c'est la SEM en tout cas qui organise le salon de l'étudiant. On va en parler tout à l'heure. Plus tard, on devrait recevoir Martine Fazer pour sa chronique culture selon Martine. On attend aussi la chronique communication avec Véronique Kelly-Selbonne qui va décrypter un petit peu la communication sur le carnaval, la communication aussi de Macron, puisqu'il y a un numéro pratiquement spécial de l'Express qui parle de cette communication. Et puis nous attendons le docteur Edreville, puisque vous savez qu'il y a un collectif de défense du CHU qui s'est installé. D'ailleurs, il vient d'avoir une conférence de presse de la direction du CHU qui répond un peu à cette polémique qui est ouverte avec la création de ce collectif. On va en parler. Mais avant, on va faire le tour de l'actualité. On va voir les titres. D'abord, retour à Paris où M. Gibbs, vous le savez, c'est le grand patron, on peut dire, de Saint-Martin. Il a fait un premier bilan d'après Irma. Maurice Cessé à Paris était là. On va en entendre dans un instant. Formation pour entreprendre, BGE et Carl, c'est une véritable gageure en ce moment. On verra le reportage de Maxime Morel. Et puis, le goûter Nani Nana, on en avait parlé, ça s'est fait au MAC. La semaine dernière, nous avions reçu Mme Manicor. Elle viendra, on va parler avec elle tout à l'heure, et puis Kinomas, le concours de court-métrage avec Vianney Valverde, c'est son reportage. Voilà un peu le menu de ce journal. On va commencer tout de suite par partir en direction de Paris via Saint-Martin, puisque M. Gibbs était à Paris. Il a rencontré, vous le savez, le Premier ministre, il a rencontré aussi le président de la République, M. Macron. Il s'agit de faire un bilan de l'après-Irma. La situation n'est pas encore tout à fait au point à Saint-Martin. On va d'abord écouter ce qu'il dit à ce propos. Tout de suite, interview Maurice Cessé à Paris. Écoutez, les choses ont beaucoup évolué depuis le 6 septembre. Nous avons passé la phase du déblayage, du nettoyage. Nous avons signé avec l'État 2 protocoles, un sur le fonctionnement, un sur l'investissement, aujourd'hui qui doit être accompagné d'un plan pluriannuel que nous sommes en train de préparer pour présenter d'ici un mois au gouvernement afin d'obtenir les fonds nécessaires pour procéder à la reconstruction de tous nos bâtiments publics, les écoles, l'hôpital, les EHPAD, tout ce qui a été touché et affecté par le cyclone. Remettre en place nos infrastructures. Vous savez que nous avons commencé l'enfouissement de tout ce qui était câble sec, puisque l'électricité et l'eau sont deux choses primordiales dans le fonctionnement d'un territoire, et c'est la première chose qui est tombée et qui a manqué à Saint-Martin. Le réseau d'eau et d'assainissement va être entièrement refait, ça aussi ça fait partie du plan pluriannuel, et comme je vous l'ai dit, la première phase de l'enfouissement de tout ce qui est téléphone, câble internet, câble télé, etc., câble électrique bien sûr. Et c'est le volet sur lequel nous sommes en train de travailler au moment où je vous parle. Sur le plan humain, quelle est la situation des sinistrés? Sur le plan humain, on a encore beaucoup de toits qui sont découverts, si je puis dire, pour une simple et bonne raison, c'est que les assurances, 4 mois et demi après, n'ont toujours pas fini de rembourser. Et c'est une discussion que nous avons eue avec la Fédération française des assureurs afin de faire en sorte qu'il y ait une pression qui soit mise pour obtenir un maximum de remboursement. Nous allons rentrer bientôt dans une phase, dans une période cyclonique. Juillet arrive et à grands pas. Il faut que nos toits soient réparés, prêts à affronter, si besoin était, une nouvelle saison cyclonique active. On prie pour que non, mais il faut qu'on soit prêt. Sous un autre volet, vous avez les personnes qui étaient non assurées, sur lesquelles et avec lesquelles on travaille, notamment Fondation de France, qui, avec la commission ad hoc que j'ai créée, qui a récupéré un certain nombre de fonds, nous faisons le nécessaire pour aider les nécessiteux, aider ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se couvrir en R, en O.
tout ce travail est en train de se faire. Je sais, la période est courte, mais on a retroussé nos manches et on est même au-delà, je dirais, de la simple reconstruction. On continue à mettre en place le volet développement économique, puisque nous avons présenté il n'y a pas très longtemps un projet ambitieux sur l'aérien. C'est un simulateur de vol pour ATR 74 et 42-74 pardon, qui va très vraisemblablement voir le jour. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Saint-Martin sans le Larsen bien sûr. Et donc notre premier invité c'est monsieur Fischer, Jean-Paul Fischer. On ne peut pas ne pas lui poser une question sur Saint-Martin, les choses tombent trop bien et donc vous venez d'entendre un petit peu ce que monsieur Gibbs disait un peu sur la situation, vous qui avez vécu ce cyclone pratiquement en direct et qui connaissez très bien Saint-Martin, comment est la situation? Je ne vous demande même pas de commenter ce qu'il vient de dire, mais comment est la situation aujourd'hui avant de parler du salon de l'étudiant? Oh, je ne vais pas commenter les déclarations de Daniel Gibbs. Hein. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il a entamé une négociation avec le gouvernement. J'avoue que je ne partage pas son optimisme. Aujourd'hui, la situation est socialement très difficile et qu'aujourd'hui, nous allons subir ce que j'appelle, moi, le choc social Irma, qui sera plus dur pour la population que le cyclone lui-même. Ah bon? Vous avez aujourd'hui, les entreprises sont en fin de chômage partiel, donc vous avez beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage, notamment un des fleurons de l'hôtellerie de Saint-Martin, qui est la Sabana, va licencier 138 personnes. Donc la situation sociale n'est pas prise en compte, la relance économique n'est pas prise en compte. Il y a aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent bien, c'est tout ce qui est le BTP parce qu'il y a la reconstruction, mais tous les autres dans le secteur du commerce, du tourisme et autres sont en grande difficulté. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas compris ou personne ne veut comprendre la situation réelle de Saint-Martin. Et je pense que nous allons à terme vers de sérieux problèmes sociaux sur l'île parce qu'on n'a pas pris la mesure de la catastrophe qu'a subie l'île. Qui n'a pas pris la mesure, Jean-Paul Fischer? Moi, je pense que la mesure n'a pas été prise ni par le gouvernement parce qu'ils se sont enfermés dans un discours très réglementaire. Ni par la collectivité parce qu'elle n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre en œuvre notre politique puisqu'elle est très contrainte financièrement. Mais je pense que les socioprofessionnels ne sont pas non plus suffisamment organisés. Donc en fait aujourd'hui on est dans une espèce de no man's land après Irma et tout le monde attend qu'il se passe quelque chose. Or quand on fait la comparaison, et je l'ai faite ce matin avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé après Louis, nous avions après Louis, dans les 4 mois, remis en ordre à la fois les équipements, on avait relancé l'économie, alors qu'aujourd'hui, 5 mois après le cyclone, les assurances n'ont même pas versé 25% des indemnisations qu'il fallait verser. Quoi. Mais l'aide prévue par le gouvernement, puisqu'on a vu Édouard Philippe, on a vu Macron, ils ont défilé là-bas. Oui, mais enfin, il faut savoir aujourd'hui que tout ça se fait de manière, à travers des protocoles qui sont signés régulièrement par le président de la Com et par le Premier ministre ou autre. Bon, il y a un premier protocole qui portait sur la dotation, la compensation de la fiscalité sur Saint-Martin, puisque Saint-Martin il y a une fiscalité autonome. Le cyclone a réduit fortement les recettes, donc l'État compense les frais de fonctionnement de la collectivité. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont mis globalement une 50aine de millions qui seront versés à la Com pour permettre de couvrir les charges de fonctionnement. Le deuxième protocole qui a été signé ne parle pas d'aide, il parle simplement de la nécessité de modifier les règles de l'urbanisme et d'établir un plan de prévention des risques, et ceci et cela, disant qu'aujourd'hui il ne faut pas reconstruire selon les mêmes normes. Tout ça c'est très bien. Ceci étant, la définition de normes ou la définition de règles d'urbanisme, ça met du temps, ça met des mois, et aujourd'hui il y a des gens qui vivent toujours sans toit, qui vivent aujourd'hui avec des bâtiments qui sont dégradés, des écoles qui ne sont pas reconstruites, vous avez des quartiers qui n'ont pas d'eau, vous avez des quartiers qui sont coupés en électricité, et
il vaut mieux aujourd'hui utiliser les signaux de fumée pour communiquer que le téléphone à Saint-Martin, quoi. Donc en fait, il faut à un moment donné prendre en compte la réalité effective de l'île, la réalité économique et la réalité sociale. Alors, je suis obligé de vous poser la question quand même, puisque vous connaissez bien ce secteur. On sait que la Seine-Saint-Maur a beaucoup souffert de cet ouragan. Est-ce que cette entreprise a les moyens de se remettre à flot dans la mesure où on dit que les assurances traînent les pieds? Écoutez, moi, je ne connais pas la situation de Saint-Martin, et de toute façon, c'est pas mon propos, dans la mesure où il y a quelqu'un qui dirige, il y a une gouvernance aujourd'hui qui assure la gestion de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs sociaux sur Saint-Martin ont quelques difficultés avec les assurances et ont quelques difficultés avec la reconstruction des bâtiments sociaux. Mais ça aussi, on est toujours dans le même schéma, quoi. Où est-ce qu'il y a une vraie volonté politique de le faire? Et j'ai un peu le sentiment que cette volonté politique n'existe pas réellement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jean-Paul Fischer? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est simple. Il faut faire ce qu'on a fait il y a une vingtaine d'années avec Louis. Il faut ce qu'on appelle le plan d'urgence de la reconstruction. C'est-à-dire que dans les 6 mois, on s'était fixé des objectifs à la fois en matière d'infrastructure, de logement et de relance économique. Ça suppose des gens déterminés qui s'engagent. Ça suppose. Mais il faut de l'argent. Ben oui, mais la mobilisation, attendez, il ne faut quand même pas me raconter l'histoire. Aujourd'hui, on a trouvé au bout de 3 semaines 2 milliards d'euros pour la Guyane compte tenu du conflit social. Et on n'est pas en capacité de trouver 150 ou 200 millions d'euros pour relancer l'économie d'une île. Alors qu'en fait, on a évalué l'ensemble des dégâts sur Saint-Martin à peu près à 2 milliards, 2 milliards et demi, oui. Avec 1,4 milliard qui doit être assuré par les assurances. Aujourd'hui, il est quand même étonnant que 5 mois après le cyclone, 25% des assurés ont été indemnisés. Ça veut dire que 75% des assurés attendent toujours leur dotation d'assurance qui n'est pas versée ou qui traîne parce que l'expert n'a pas fait le dossier, parce que ceci, parce que cela. Prenons en compte la réalité économique, la réalité sociale d'une population, c'est ce qui importe aujourd'hui. Bon, je veux bien, je comprends bien les règles administratives que je les pratique tous les matins, mais à un moment donné, il y a urgence. Donc le plan d'urgence aurait pu être établi, travaillant sur les infrastructures, sur l'eau, sur l'assainissement, sur le téléphone, sur la reconstruction des écoles, sur les bâtiments publics, mais engageant des procédures qui peuvent être rapides, et on l'a bien fait dans d'autres cas ou d'autres situations de catastrophe naturelle, et on l'a bien fait après Louis, et on a réussi à le faire. Alors ceux qui disent que Saint-Martin redémarrera au niveau touristique dans une année, vous n'y croyez pas? C'est totalement absurde. Aujourd'hui, on peut faire la comparaison entre la partie hollandaise et la partie française. La partie hollandaise, effectivement, sous l'impulsion de l'initiative privée, va redémarrer beaucoup plus vite, et il y a une relance partielle de l'économie touristique, même au niveau de la croisière. Donc effectivement, les mécanismes, je dirais, privés ou capitalistiques ont joué le jeu. En partie française, on n'a pas la même orientation. Et ça, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, le secteur touristique en partie française, il n'a pas bougé, il est toujours sinistré. Et il sera sinistré pendant des mois, pour la bonne raison qu'on n'a pas déterminé les moyens et les ressources pour assurer la reconstruction du secteur touristique. Bon, voilà, et la reconstruction du service d'une destination touristique, ça passe aussi par la reconstruction des réseaux, de l'eau, de l'assainissement, de l'éclairage public, du téléphone, du transport, de la sécurité, etc. Bon, mais cette dimension n'a pas du tout été prise en compte aujourd'hui dans le cadre de la relance touristique. Ça veut dire que les Saint-Martinois vont quitter l'île, vont émigrer? Il y a 2 phénomènes. Il y a eu un phénomène de départ tout juste après le cyclone, et qui s'est élevé alors entre 6 et 7 000 personnes, ce qui est effectif. Qui sont partis? Qui sont partis, oui. Donc en fait, ça veut dire que si aujourd'hui, je prends à titre d'exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la population de la France, aujourd'hui, c'est comme si 11 millions de personnes avaient quitté la France. Ouais. La même chose sur Saint-Martin, puisqu'on fait à l'échelle de la population. Donc certains, bien sûr, sont allés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique. Ils sont assez vite revenus, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas aussi simple que ça de s'intégrer, trouver un job, trouver du boulot, trouver un logement, et que l'accueil des familles, à un moment donné, avait ses limites. Alors aujourd'hui, on va assister à une deuxième vague de départ, mais qui est plus conséquente. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, un certain nombre de commerçants, un certain nombre de personnes attendent d'avoir touché l'assurance
dans l'indemnisation. Oui. Et à ce moment-là, je pense qu'ils choisiront d'autres destinations pour s'installer. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas reconstruire leur maison, vous voulez dire? Non, ils ne vont pas reconstruire leur commerce, ils ne vont pas réouvrir leur commerce, ils vont liquider leur entreprise et ils vont partir. Et ça, c'est à mon avis la difficulté. C'est le scénario catastrophe, ça. C'est une difficulté nouvelle que personne aujourd'hui n'a évaluée, quoi. Et c'est pour ça que nous n'arrêtons pas de dire dès le départ, et moi j'ai mis en place avec Initiative Saint-Martin et la Fondation de France, l'aide au secteur économique, limitée parce que nous avions des ressources limitées, mais aujourd'hui cette dimension, elle n'est pas prise en compte. Et ils ne se rendent pas compte aujourd'hui de l'impact qu'auront ces départs sur l'activité touristique de la partie française. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à bout de souffle, ils sont à bout de souffle économiquement. Quand ils vont toucher leur indemnisation d'assurance, je pense qu'ils chercheront d'autres destinations. Même de manière plus simple, il y a aujourd'hui des commerçants ou des acteurs économiques en partie française qui sont allés s'installer en partie hollandaise. Carrément, à ce moment-là. Voilà. Scénario catastrophe. Alors, vous êtes venu, peut-être pas pour parler de Saint-Martin, c'est tout à fait ponctuel. On va parler du salon de l'étudiant qui aura lieu la semaine prochaine. La scène patrimoniale en a eu l'organisation. Je sais que vous n'êtes pas étudiant encore, Jean-Paul Fischer. Dieu vous garde. Alors, comment ça va s'organiser concrètement? Entre nous, j'aimerais bien être étudiant, mais pourquoi pas? On recommence une vie. Oui. Peut-être qu'on ne ferait pas les mêmes erreurs qu'on a faites antérieurement, mais bon. Non, le salon de l'étudiant, c'est une manifestation qui est organisée sous l'égide de la région Guadeloupe. Donc nous sommes, le porteur du projet. Cette manifestation se déroule donc le 1er, le 2 et le 3 mars au Palais des Sports de Gosier. C'est la 16e édition du Salon de l'étudiant. L'objectif, c'est de donner une information maximale aux étudiants qui vont faire des choix d'orientation, qui vont choisir des universités, choisir des filières de formation. Et cette année, le thème du Salon de l'étudiant, c'est l'écologie et l'environnement, donc tous les métiers, les nouveaux métiers. On en parle énormément, donc tout le monde parle de la croissance verte liée aux métiers de l'environnement et à la protection de la faune, de la flore, à la climatologie, à la prévention des cyclones, le réchauffement climatique. Donc on est en train d'ouvrir un secteur de métier ou un secteur de réflexion qui est assez conséquent et qui offrira, je pense, à terme, de nouveaux emplois à forte plus-value permettant donc aux étudiants guadeloupéens de trouver un job, un métier localement, nationalement ou à l'international. Parce que vous savez que la grande problématique aujourd'hui pour les enseignants, c'est de pouvoir rester et de vivre au pays. Beaucoup de nos étudiants partent au Canada, partent en France et même autre part au Japon, enfin, etc. Est-ce que ce salon va peut-être leur donner l'envie de rester? Oui, vous savez, je pense que le salon ne donnera pas l'envie de rester. Je pense qu'aujourd'hui, et ça vous le savez mieux que moi, quand on parcourt la planète, on trouve des Guadeloupéens partout. C'est vrai. On trouve des Guadeloupéens qui ont réussi. Alors après, c'est la grande difficulté de nos îles, c'est de les faire revenir. Oui. Parce qu'ils ne retrouvent pas le même statut, ils ne retrouvent pas les mêmes conditions, ils ont fait leur vie, ils ont parfois trouvé leur épouse, leur conjointe, et c'est compliqué. C'est le problème qu'on a aujourd'hui aussi à Saint-Martin, où vous avez une intelligentsia qui est à l'extérieur, mais qui refuse, elle, de revenir au pays, parce qu'elle considère que le territoire est trop petit. Donc c'est le problème, ce sera toujours, à mon avis, toujours le problème de la Guadeloupe. C'est une terre d'émigration, et qui, aujourd'hui, qu'avec des gens qui réussissent parfaitement à l'étranger et qui en fait ont beaucoup de difficultés à revenir sur un territoire aussi petit. Oui. Ça, il faut s'interroger sur ce phénomène, mais je ne pense pas qu'on pourra l'arrêter. Alors, notre salon ne va pas enrayer cette possibilité. Il va offrir aux étudiants la possibilité de faire un choix, de connaître les possibilités de mobilité, les possibilités de formation, quelles sont les conditions d'accueil ou d'inscription après le bac. Enfin, il y a toute la logistique nécessaire à faire des études avec des participations à la fois des opérateurs téléphoniques, des banques, de l'ensemble du monde socio-économique qui vont leur permettre de voir ce que c'est la vie active. Je pense qu'il faut que les étudiants, les parents d'élèves, que tout le monde vienne le 1er et le 2 mars au Palais des Sports. L'entrée est gratuite, il y aura des concours, il y a des billets d'avion à gagner, il y a des jeux. Ce sera assez ludique.
en même temps, il y aura des conférences sur un certain nombre de thématiques dans l'environnement. C'est une manifestation intéressante pour les étudiants qui pourront à ce moment-là partir avec peut-être un choix plus déterminé pour leur avenir. Alors il y a quelques mois, enfin on quitte un tout petit peu le salon, c'était votre fondation, vous êtes le président, qui avait récompensé un certain nombre de Guadeloupéens. D'ailleurs à l'époque vous étiez invité, vous n'avez pas pu venir. Est-ce que cette fondation aujourd'hui, que vous avez, Fondation de France, je crois que ça s'appelle? Ouais, c'est la fondation, enfin c'est Initiative Guadeloupe. Initiative Guadeloupe, voilà, exactement, cherchez le mot. Ça c'est un autre secteur qui concerne beaucoup moins les étudiants. Les étudiants, mais ce sont comme une partie de la jeunesse. Mais si vous voulez, Initiative Guadeloupe, c'est une plateforme de financement des petites entreprises. Et nous travaillons principalement sur un public qui est le public défavorisé. Hein. Donc aujourd'hui, sur les 350 entreprises que nous créons par année, vous avez 75% des personnes qui créent leur entreprise qui sont des chômeurs longue durée ou des ressortissants du RSA. Donc on a une population qui souvent est à la limite de l'exclusion. Donc notre intervention, le financement qu'on pratique à travers Initiative Guadeloupe, leur permet de démarrer une activité au terme. Parce que j'ai vu des beaux projets quand même qui ont été finalisés. Oui, non, mais ce sont déjà. Enfin, il faut voir la réussite de ces gens-là. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va visiter avec le président Losbar quelques entreprises et vous verrez qu'il y a des gens qui ont parfaitement réussi, qui au bout de 10 ans ont créé 10, 15, 20 emplois. Donc en fait, il y a un travail de fond, d'autant plus que les créateurs d'entreprises sont accompagnés. Et enfin, on met en place, dans la mesure du possible, et je lance un appel aux volontaires, on met en place le tutorat. C'est-à-dire que l'entrepreneur ou le porteur de projet est parrainé par quelqu'un qui a une expérience dans le domaine de l'entreprise et ça lui permet d'éviter un certain nombre d'erreurs de gestion et d'améliorer son professionnalisme. Voilà, non, mais c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui est aujourd'hui financé à la fois par la région, les fonds européens et la Caisse des dépôts, et qui existe donc en Guadeloupe depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années d'ailleurs même, et nous créons donc annuellement entre 300 et 350 entreprises. Un jeune qui vous regarde en ce moment et qui voudrait avoir un contact avec Initiative Guadeloupe. Il va à la maison des entreprises à Jarry, nos bureaux sont là-bas, il y a une permanence tous les jours, et à ce moment-là, il rencontre un de nos conseillers, il expose son projet, on va l'aider à monter son plan d'affaires, on va l'aider à monter son plan de financement, on va l'orienter, on va lui dire bon là tu te trompes, là tu te trompes pas, évite les secteurs où il y a trop de création d'entreprises, essaye d'innover. Non, mais on est à sa disposition et ça fonctionne régulièrement. Il y a, comme je vous dis, on fait entre 1000 et 1500 accueils par an. Quand même. Alors, dernier point sur lequel je vais vous interroger, c'est un petit peu le MAC, puisque vous savez que Richard Luce a annoncé il y a 3 semaines, un mois environ, que le MAC allait changer de statut, devenir un EPCC, c'est bien cela. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans le fonctionnement, le financement et, j'ai envie de dire, la maintenance du MAC, puisqu'on disait que le MAC coûtait trop cher? Je pense que s'il crée un établissement public commercial, c'est avec la participation de l'État. Donc l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de créer aujourd'hui une structure qui associe un certain nombre de partenaires dans l'État, permettant de bénéficier ultérieurement de fonds d'État ou de subventions d'État, ce qui aujourd'hui améliorerait bien sûr l'équilibre financier du Memorial Act. Donc c'est une modification statutaire qui est liée aussi à un objectif de financement et de développement de l'activité. Mais est-ce que 2 ans après, le MAC, financièrement, ça tient la route quand même? C'est pas trop dur? Le problème du Memorial Act, alors là, aujourd'hui, il est clair que le Memorial Act n'est pas un équilibre budgétaire. Hein, oui, c'est clair. Mais de toute façon, ce type de structure est rarement un équilibre budgétaire. Ce sont des choix politiques. Pas son but. Ce sont des choix politiques. Comme prenait le Mucem à Marseille ou Beaubourg à Metz ou ailleurs, l'équilibre n'y est pas. Donc effectivement, il faut développer l'activité, les
des activités culturelles, développer le Memorial Act pour effectivement il y a une plus grande fréquentation, travailler sur, aujourd'hui on a une embellie touristique, travailler sur les arrivées à la fois de croisiéristes, mais surtout travailler sur... Ça marche avec les croisiéristes quand même? Il y en a qui viennent aujourd'hui, mais je crois que c'est un travail de longue haleine. Il faut que ça devienne une référence dans le cadre des visites et des programmes des croisiéristes, mais je pense qu'il ne faut pas trop simplement, bon, tout le monde parle croisière parce qu'on voit les bateaux de croisière, mais le flot de touristes, il arrive à Pointe-Caraïbe. C'est là qu'il faut capter les gens. Aujourd'hui, on vise 800 000, 900 000, 1 million de touristes par année. Il faut capter, bon, on vise à terme 2 millions, mais ça c'est ultérieurement. Mais aujourd'hui, bon, la fréquentation touristique de la Guadeloupe, si on prend les croisiéristes plus les touristes, cela, on est quand même pas loin du million de passagers ou même plus à Pointe-Caraïbe. Et si vous ne serait-ce que capter 10 ou 15% de cette population, ça représente 100 000, 150 000 visiteurs au Memorial Act. Il est clair que l'offre du Memorial Act doit aussi, à un moment donné, se renouveler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au départ, on avait une fréquentation qui était forte parce que c'était la population locale, mais le réservoir de la population locale sur ce qui est exposition permanente s'épuise. Les gens ne vont pas revenir 10 fois ou 20 fois. Donc clair. Il faut renouveler cette offre et puis il faut travailler sur tout ce qui est exposition temporaire. Bon, actuellement, il y a des projets qui sont en cours sur lesquels Jacques Martial est en train de travailler, comme la médecine des esclaves. On avait annoncé son départ, c'était une rumeur. A priori, moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de croire qu'il va partir. Pour l'instant, il est toujours là et je ne pense pas qu'il ait l'intention de partir. Mais enfin, il faut peut-être lui poser la question. Il sera plus à même de répondre que moi. On lui posera la question. Mais en tout état de cause, bon, il faut travailler sur une programmation qui soit attractive et qui permette à la fois aux Guadeloupéens, mais aussi aux touristes de venir au MACT. Il ne faut pas rêver, même en établissement public, le MACT n'assurera jamais son équilibre budgétaire. Il faudra toujours que la collectivité régionale et l'État ou d'autres partenaires participent au financement du Memorial Act. Dernier point, ça c'est une question tout à fait personnelle. Le peintre Fischer, il fait quoi? Il barbouille plus? Ah si, mais bon, problème, c'est vrai que j'ai pas beaucoup peint les derniers temps parce que bon, j'avais quelques dégâts aussi après cyclonique chez moi. J'avais pas nécessairement. J'avais pas nécessairement trop le temps. Bon, j'avais une production pré-Irma, pré-cyclonique qui a été partiellement détruite par le cyclone, donc je suis en train de retravailler, mais vous inquiétez pas, je continue à peindre dès que j'aurai un peu plus de temps et que j'aurai pu réinstaller un atelier à peu près convenable, et puis je pense d'ici peut-être quelques mois refaire une exposition. Je sais pas. C'est Saint-Martin ou en Guadeloupe? Peut-être en Guadeloupe, parce que bon, le marché de Saint-Martin après cyclone oui, c'est un marché en perdition, effectivement. Mais je pense que je ferai ça d'ici peut-être la fin de l'année. Je ferai une exposition en Guadeloupe. Puis après, je vais voir aussi si je peux à l'étranger. Mais faire une exposition, ça nécessite beaucoup de temps, de travail, aussi de moyens. Et puis, ça ne se fait pas en 3 jours. Donc, il y a tout un travail à faire. Il faut que je prépare aussi mes tableaux. Voilà. Mais bon, je continue à peindre. Et puis, il faut que je peigne, et il faut que je produise, et il faut que je vende. Parce que mes actions d'humanitaire en ont besoin. Un tableau de fichier, ça coûte cher? Un tableau de Kirl aujourd'hui, ça coûte ça dépend de la taille du tableau, ça coûte entre 400 et 4000 euros. Quoi. Ah, quand même. Alors, dernier point. Je voudrais quand même dire que, bon, ça coûte cher peut-être, mais je veux dire, et je le redis, mais... Le talent n'a pas de prix, c'est ça? Non, j'aime pas, non, c'est pas ça, mais j'aime pas trop le dire. Parce que je ne veux pas faire de voyeurisme. Il faut que vous sachiez que tout le produit de vente de mes tableaux vont au Togo, à Haïti, en Afghanistan, que systématiquement les recettes qui viennent de la vente de mes tableaux sont consacrées à des actions humanitaires en totalité. Vous vous êtes lancé dans la presse et Saint-Martin Week. Alors il y a eu le cyclone à Saint-Martin. Est-ce que la presse aujourd'hui, bon, je suppose qu'elle est nécessaire, mais est-ce qu'elle trouve des lecteurs?
On a des lecteurs, c'est clair qu'aujourd'hui on continue. Le problème de la presse aujourd'hui à Saint-Martin, c'est le problème de la presse en général et plus particulièrement après le cyclone, c'est que on a du mal à équilibrer nos comptes, parce que nous on vit principalement d'un journal gratuit, donc on vit principalement de la publicité, et que sans publicité c'est difficile de faire un journal. J'ai maintenu le Saint-Martin Week, c'est maintenu, il continue à fonctionner avec des moyens réduits. En plus, on est une presse, je dirais, d'opinion, donc les gens nous demandent. Ceci étant, j'en sais quelque chose. Vous en savez quelque chose, donc à partir du moment. Ceci étant, on a fait le pari de maintenir le titre, on a fait le pari de continuer à fonctionner, de continuer à publier. On espère à terme qu'il y aura un embellie économique qui nous permet de retrouver un équilibre économique, mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de débat démocratique, en termes de vie politique, on est nécessaire plus que jamais, Et dans ces périodes de crise, il faut quand même des gens qui ont le courage et la volonté de dire parfois une certaine vérité. Merci Jean-Paul Fischer. Je rappelle donc le rendez-vous quand même pour le salon d'étudiants les 1er et 2 mars, c'est au PDS de Gosier. Et puis merci pour vos éclairages sur Saint-Martin, c'était nécessaire. Et puis on attendra votre prochaine exposition. Voilà, il est 13h pratiquement dans le ZCL en direct de RHT de C10 FM. On va tout de suite prendre une page de publicité et on se retrouve pour le développement du journal et pour nos autres invités. Voilà, il est 13h05, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT de C10 FM. On va continuer à dérouler le journal. Je vous rappelle donc que si vous êtes étudiant ou parent d'étudiants, le salon d'étudiants donc se fait la semaine prochaine, du 1er au 2 mars, ce sera au PDS de Gosier. Et donc vous aurez tout le loisir, comme le disait tout à l'heure notre invité, de vous renseigner sur les 2 thématiques principales, l'écologie et l'environnement. Ce sont des métiers porteurs aujourd'hui dans un pays comme la Guadeloupe, pour l'écologie et la défense de l'écosystème est très importante. Donc rendez-vous à ce salon. Sinon, on revient à l'actualité avec donc la formation pour entreprendre. C'était dans le cadre du CARL. Alors le CARL, vous savez, c'est la communauté d'agglo du Levant, et ils ont organisé cette formation pour permettre justement à des entrepreneurs de se mettre, j'ai envie de dire, en mouvement. Reportage Maxime Morel. Aujourd'hui, la CARL a souhaité rencontrer l'ensemble des acteurs économiques qui ont un projet dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc il s'agit pour nous de permettre aux jeunes du territoire de mettre en place, de participer à une formation qui les invitera à mieux découvrir l'économie sociale et solidaire, à développer leurs projets et puis surtout à faire partie d'une vague de personnes d'actifs qui sont dans un secteur d'activité qui est porteur. Il était très important pour nous, UGE, de mener ce partenariat avec la communauté d'agglo, la Riviera du Levant. D'une part parce que l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui reste encore à faire connaître, et l'entrepreneuriat social, c'est un domaine dans lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Et donc ce programme jeunesse est très important pour le territoire puisque c'est l'un des axes du projet territorial de la CARL. Cette formation effectivement s'adresse à 10 personnes, donc c'est une formation très pointue qui leur permettra durant 12 jours de participer à la construction de leur projet sur tout un tas de modules, donc le volet juridique, le volet financier, le volet administratif, le volet commercial. Donc pour être sélectionnés, nous allons surtout travailler sur la motivation de ces participants et puis de ces candidats, et puis surtout le degré de maturité de leur projet. Lorsque les chefs d'entreprise ne sont pas accompagnés, ils éprouvent énormément de difficultés puisqu'ils n'ont pas construit ce qu'on appelle leur projet économique, leur business plan. Donc un certain nombre d'éléments, tant au niveau juridique, à savoir les statuts, à savoir les comptes prévisionnels d'entreprise ne sont pas stabilisés, et donc au bout de 6 mois, 1 an, voire 2 ans, l'entreprise n'existe plus. Donc il est important de se faire accompagner par des professionnels, que ce soit des professionnels du juridique, du domaine financier. Une entreprise vit mieux
perdure mieux quand le projet est bien travaillé et quand du coup le porteur de projet a été accompagné, ça coule sous le sens, oui. Voilà, il est 13h08 avant de passer à la partie culturelle de ce GTL. Je voulais vous rappeler qu'il y avait ce matin une conférence de presse de l'ARS, du CHU, puisque vous savez que depuis hier a été créée une commission de défense, un comité de défense du CHU qui, semble-t-il, veut sauver cet établissement. Alors, il y a plusieurs positions sur cette question, puisque le comité de défense affirme que le CHU devrait être évacué parce que les conditions de travail et d'hébergement des patients ne sont pas assurés. De l'autre côté, ce matin, à la conférence de presse, dont vous verrez les extraits ce soir dans le journal, le directeur du CHU, l'ARS et tous les techniciens disent pas question d'évacuer le CHU pour l'instant. On parle simplement de dispatcher un certain nombre de malades vers le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau ou alors à Palais-Royal où se trouve un EHPAD. C'est un petit peu la solution qui est prévue en ce moment. Alors, est-ce que ces deux parties vont arriver à se mettre d'accord? On devrait recevoir Dr Mona Hydreville aujourd'hui, mais au moment où nous parlons, elle est en négociation précisément avec la direction du CHU. Donc nous attendons un petit point probablement demain Kevin pour nous parler d'un problème là, ça parce que c'est un problème qui est grave, parce qu'effectivement après l'incendie, il y a des odeurs, il y a des fumées, enfin bref, pour certains hospitaliers, la situation devient compliquée et pour eux, ils ne devraient pas avoir de dispositif de secours autre que l'évacuation totale. D'ailleurs, nous avons posé la question au directeur du CHU qui dit aujourd'hui que même avec la préfecture, tout le monde est en accord. Bref, c'est une affaire que nous allons suivre avec beaucoup d'attention. Demain, en tout cas, nous pensons que nous aurons ici même à ce micro, soit Gabi Clavier, soit Mona Hydreville, qui sont tous deux les porte-parole du comité, du collectif de sauvegarde du CHU de la Guadeloupe. Voilà, on va quitter ce domaine un petit peu particulier, on va entrer dans un domaine beaucoup plus relaxant, on va dire, puisqu'on va parler de culture avec Martine, et tout de suite, générique. Martine, bonjour. Bonjour Danick. Quoi de neuf dans l'agenda culturel et dans la culture cette semaine? Pas mal de petites choses, mais aujourd'hui, j'ai pas. Vous allez découvrir. D'abord, bien bonjour à nos auditeurs, aux téléspectateurs, à mes amis, à ma famille. Bref, bonjour tout le monde, bonjour la Guadeloupe et bonjour ailleurs, puisqu'on nous écoute ailleurs, on nous regarde ailleurs. Très loin, au-delà des mers. Donc, bien bonjour tout le monde, la Guadeloupe. Même dans le nord de la France, on peut vous voir. Exactement. Il fait beau, il fait chaud. Et pour commencer, donc le petit sommaire, nous allons parler d'un big event. On va se rendre au jardin, Garden City. C'est le prochain salon qui se prépare ce week-end. On va en parler dans un instant. Et puis, j'aurai sans doute un petit coup. Ça m'arrive de temps en temps dans mes magazines d'avoir un petit coup de gueule. Oui, j'en aurai un. Et petit coup de gueule versus carnaval. Nous reviendrons là-dessus également. Et puis après, je vais vous parler littérature. Un livre que j'ai lu pour vous. Et oui, c'est pour autres en Cali, mais vous pouvez aussi vous y mettre. Et il s'agit de Famille, nos adorables belles filles. C'est le dernier ouvrage que j'ai lu et que je vous recommande. Un petit passage par le mois de l'Afrique et puis l'agenda. Donc déjà, on aura vu pas mal de choses. Danick, si tu me poses une question de comment je vais te répondre bien. Bien, ouais. Ça se voit d'ailleurs, Martine. Ah oui, non, ça se voit. Tu as vu ma nouvelle coupe, comment ça... Je veux t'assurer que... Vous savez, Martine, quelque chose, il y a un film qui passe en ce moment, j'imagine que tu vas en parler, Black Panther. J'en parle. Ou t'es péjoade. Mais... Tu ne crois pas, c'est bien dire, mais j'en parlerai une prochaine fois parce que je suis pressentie pour faire de la figuration. Voilà, je me doutais bien qu'il y a quelque chose. Donc, il y a des choses en préparation, mais on en parle petit à petit. En tout cas, ça va bien et j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que la santé est là, qu'on est bien en famille et bien dans ses baskets et dans sa ville. Je voulais vous parler je vous l'ai dit, de Garden City, ce salon qui va se tenir ce week-end, 23, 24 et 25 février, 4e édition de ce salon qui se tient au CWTC à Jarry. Et puis ce salon, de quoi il va vous parler? Bien sûr, du jardin, mais au-delà de ça, paysagiste,
Comment tondre, par exemple. Et puis d'ailleurs, en parlant de comment tondre, eh bien, vous verrez peut-être la première tondeuse connectée dans ce salon où on vous montrera peut-être comment tondre votre pelouse en appuyant sur un bouton, en étant au loin. Bref, à découvrir. Et puis, cette tondeuse, elle est connectée, même en votre absence, si vous l'avez programmée, elle peut tondre la pelouse. Bon, donc, on n'arrête pas le progrès. Vous aurez des pépiniéristes qui seront au rendez-vous, des paysagistes, je vous l'ai dit, mais également, on parlera de plantes médicinales, comment se soigner avec ces plantes médicinales de chez nous, le remède rasier et les plantes aromatiques. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un ouvrage qui faisait référence justement à nos produits, à nos plantes, à nos herbages, à nos fruits et nos légumes. Et bien là, il va être encore question de plantes aromatiques dans ce salon. On va parler revêtement de sol, de décoration intérieure et extérieure. Bref, avec également des jardiniers en herbe par le biais du RSMA qui seront présents également à ce salon. Et puis de nombreux spécialistes qui viendront vous donner de bons conseils pour pouvoir vous informer sur, par exemple, l'utilisation du chlordécone aujourd'hui dans nos jardins, dans nos cultures. Et puis sur notre corps, peut-être également, comment ces choses-là, comment ça peut nous rendre malades et plus encore. Voilà un petit peu le contenu de ce salon qui se tient, je vous l'ai dit, pendant 3 jours. Donc pour y aller au CWTC, n'hésitez pas. Vous avez un numéro de téléphone qui est le 06 90 27 66 19 pour appeler. L'entrée est gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans, de 5 €, donc c'est très très raisonnable pour rencontrer beaucoup de personnes, un salon bien achalandé avec de belles choses et puis, comme le disait Danick tout à l'heure, de la détente, respirer, regarder des belles plantes et avoir des idées pour décorer. Des belles plantes je pense qu'il y aura les deux. Ah, il y aura les deux. Il y aura les deux. Bon, ben, donc, ok, c'est ça. Ben, pour deuxième catégorie, j'aime les plantes pour mettre dans mon jardin. Ah, d'accord, tu parles de plantes fleuries. De vraies plantes fleuries. Ok, je comprends. On est toujours dans le mois de l'Afrique, donc je vais vous en donner 2 petits mots quand même, parce qu'il y a encore quelques dates sur lesquelles vous pouvez vous connecter. D'ailleurs, en fouillant sur Internet, j'ai vu que quelques personnes qui postent des messages après avoir été assister à quelques conférences, ou surtout des personnes qui n'ont pas pu assister à des conférences. Donc c'est un petit message que je relais de certaines personnes de la Guadeloupe qui auraient aimé assister à des conférences et qui n'ont pu y aller parce qu'ils ont remarqué que la majorité des conférences se faisaient tardivement et surtout étaient sur la Grande Terre. Oui. Donc la Basse-Terre se plaint de n'avoir rien à portée de main et que on les a un peu oubliés. Alors Basse-Terriens et Basse-Terriennes, je pense que les organisateurs auront sans doute bien compris votre demande et que l'année prochaine, enfin en tout cas pour la prochaine édition, pour la prochaine édition, la Basse-Terre sera elle aussi visitée au travers des conférences et des animations qui se tiendront dans le cadre de ce mois de l'Afrique. Alors là, tout récemment, pour les jours à venir, vendredi 23 par exemple en mémoire, il y aura une conférence nocturne avec exposants organisée par la ville de Sainte-Anne avec Clap Popo sur la place de la mairie, comment développer efficacement des relations économiques entre la Guadeloupe et l'Afrique. Ça c'est le vendredi 23. Pour le samedi 24, vous avez de 9 h à 17 h une journée famille, culture Afrique, sciences, modernité, autour de plateformes pédagogiques à la médiathèque Paul Mado, à la ville de Bémao, de 9 h à 17 h, avec des ateliers également de yoga. Et celle-ci se nomme Reconnexion et Régénération, de 9 h à 11 h, Souffle et énergie, de 14 h à 16 h, et méditation d'Ossom, méditation pleine conscience au jardin d'eau de Goyave. Un numéro de téléphone si cela vous intéresse au 06 96 74 09 99. Et puis à 20 h ce même jour, le samedi, il y aura l'élection de la Reine de Saba au centre culturel Sonis. Elle sera mon invitée lundi. Elle sera mon invitée ici lundi. Ah voilà, l'entrée est de 10 €. Alors une dernière petite information pour le dimanche 25, 9 à 17 h. Journée avec l'association Caire Cédélé au centre culturel Emmanuel Albon Orézé à Bîmes. Le thème c'est la nécessité
le nécessaire retour en Afrique, pour un partage nouveau et l'innovation sociale. Conférence débat, atelier généalogique, méthodologique. Voilà, il faut vous munir d'un moyen d'accès Internet avec les références d'état civil d'au moins des parents nés avant 1905 si vous voulez pouvoir participer à cette recherche généalogique. Et enfin, à 19h ce même jour, le dimanche, il y a un dîner-spectacle en l'honneur de Sa Majesté Djogang, roi des Fong, avec la FPC. Bon, j'arrive pas à prononcer le reste. Les renseignements, en tout cas, pour cette conférence débat et atelier généalogique au 06 90 69 92 35. 06 90 69 92 35. Voilà pour le mois de l'Afrique. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir, puisque c'est jusqu'au 2-3 mars, donc j'aurai l'occasion de revenir dessus la semaine prochaine pour les dernières conférences et rencontres. Alors évidemment, il y a l'association Racine, donc sur leur site internet, vous pouvez aller rechercher les informations que je viens de vous donner et en trouver d'autres. Danick, j'ai envie de parler de famille. On peut. Alors, pas nécessairement de la famille guadeloupéenne, mais de la famille d'une manière générale. De manière générale. Oui, et la famille, eh bien, je l'ai revisité, j'ai lu un livre qui m'a fait mourir de rire, pratiquement. Bon, en revoyant, faut faire mourir de rire que mourir tout court. On est d'accord. Les clichés de la famille, vous savez, ces familles où il y a des belles filles. Et donc cet ouvrage s'appelle Nos adorables belles filles. C'est l'histoire d'une famille qui est sur l'Hexagone, en Bretagne, une femme d'une 60aine d'années qui a consacré toute sa vie à sa famille. Et puis le papa, lui aussi, à peu près dans la même tranche d'âge, qui est un petit peu, on va dire, ce bonhomme qui revendique sa place d'homme et qui gère un peu la famille, donc un peu despotique, un peu égocentrique, qui s'appelle Jacques. La mère, elle est en rébellion. Après 40 ans de mariage, elle en a marre de tout faire pour son homme et puis finalement de s'être un peu oubliée. Ils ont 3 enfants. Mathieu, qui est le fils aîné. Le fils aîné, donc tout va bien. Pour lui, il y a Nicolas qui est chef cuisinier, et puis il y a Alexandre, le rêveur, et puis le fils aîné, lui, il a déjà 2 enfants, il en attend un 3e, et ils ont bien sûr des femmes pour celui qui est marié, et pour les 2 autres, une nouvelle compagne et une compagne en devenir pour le 3e. Et bien tout ce petit monde se retrouve à la table de Noël, arrive ce qui peut, en tout cas dans l'histoire, des règlements de compte, bien sûr, l'apprentissage de la vie en communauté, bien évidemment, l'apprentissage de la vie avec des belles filles pour une belle-mère et puis un beau-père, les caractères de chacun, nos enfants, les 3 fils qui ont grandi, qui sont des hommes et qu'on ne peut plus diriger comme on aimerait, et puis une grand-mère qui vient mettre son grain de sel dans tout ça. C'est désopilant. C'est très drôle. La maison finit par brûler au sens propre et figuré, mais presque tout finit bien. L'histoire est très belle, donc je vous recommande vraiment de lire Nos adorables belles filles. C'est un livre qui nous apprend la vie en famille, et famille pas forcément recomposée, mais surtout la vie en famille quand on a des beaux-frères, des belles-sœurs, des beaux garçons. C'est pas toujours simple de vivre en famille. Et bien là, c'est un petit peu ça, et vraiment un agréable moment de détente avec cet ouvrage. Des questions? La vie en famille? Oui, non, justement, paru aux éditions, il faut le dire. Édition Lafon. Oui. C'est son 2e ouvrage à cette jeune fille qui avait écrit un autre livre que je vous avais recommandé qui s'appelle également Faut pas pousser. Et Martine, la semaine dernière, vous avez donné un ouvrage sur la cuisine, je crois. Oui, sur la cuisine. Et on m'a demandé de vous redire, de revenir là-dessus la prochaine fois. Je reviendrai dessus dans la prochaine avec plus de précision sur l'éditeur, etc. Ok, eh ben je reviendrai parce que j'ai commencé à goûter des recettes dedans, mais là, c'est à tomber. Hein. Ça a tombé, c'est des bonnes suggestions, et vraiment on utilise nos fruits, nos légumes, nos herbes et herbages, et ça c'est vraiment génial. Danick, désolé de casser l'ambiance. Il y a des moments où il faut casser l'ambiance. Carnaval quand tu nous tiens. Est-ce que tu sais par qui a été introduit le carnaval en Guadeloupe, le carnaval de manière générale? Alors, on me dit, alors il y a plusieurs théories. On dit que c'est depuis l'époque de la colonisation, les Européens qui sont arrivés ici, parce qu'il y en avait qui venaient de peu partout, de Dunkerque, de Nice, mais aussi d'Italie, qui ont emmené ce carnaval. D'autres théories disent que en
Afrique aussi, il y avait une forme de carnaval que les Africains ont emmené, mais en fait tout ça, ça reste à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le carnaval qui aujourd'hui qui existe en Guadeloupe, il est ni africain ni européen, il est guadeloupéen. On est d'accord là-dessus, mais juste pour faire un tout petit cours d'histoire, un tout petit brin d'histoire, effectivement, tu as touché du doigt la réalité. Le carnaval a effectivement été amené de manière concrète dans nos Antilles par les colons. Oui. Et les colons qui étaient plus particulièrement des colons, on va dire, catholiques, parce que le carnaval permettait de se défouler avant de rentrer dans le carême. Dans le carême, nous sommes dans le carême. Où nous sommes actuellement. Et donc, ce carnaval, c'était... faire la fête avant de se restreindre parce que c'était vraiment 40 jours et pour les catholiques à cette période-là on suivait de manière assez rigoureuse et assez stricte. Pas de viande, pas de matière grasse non plus, pas de consommation de la chair dans toutes ces dimensions. Et c'était vraiment très très bien suivi et donc ce carnaval permettait de se défouler et on nous voyait, c'était la fête, c'était la dérision et c'était l'amusement. Voilà le carnaval. Et à cette époque-là, quand les colons ont amené ça dans les Antilles, les esclaves n'avaient pas droit au carnaval. Ils regardaient. Et petit à petit, en 400 ans quand même d'esclavage, petit à petit, ils ont permis aux esclaves aussi de s'adonner au carnaval, d'y participer, voire même de mener en dérision le maître. Oui, effectivement. Il y a le côté dérision du carnaval qui était très important. Pendant très longtemps, il faut le dire, que le carnaval, c'était le moment où on se moquait des gens. On se moquait les uns des autres. Et c'était permis à ce moment-là. Et le coup de fouet, c'est fouet que cet immoun-là a fouetté tout partout. Et bien ce fouet, c'était aussi la dérision de ce fameux fouet qui servait à punir. Et donc, aujourd'hui, l'utilisation de ce fouet, c'était, c'est devenu la satire de cette histoire sans vraiment en avoir toujours ces éléments à l'esprit. Et ce que je voulais dire en revenant là-dessus, pour les esclaves, ça a été l'opportunité effectivement de s'amuser, de se changer les idées et de sortir de cette vie de contrition et de punition dans laquelle ils se trouvaient. Je ne veux pas être moraliste, hein, Danick. C'est pas ma nature. Mais il y a quand même quelque chose qui me choque aujourd'hui, c'est que tous ces derniers jours, j'ai eu à voir, malgré moi, sur WhatsApp et ailleurs, des vidéos qui me démontrent que le carnaval en Guadeloupe serait peut-être en train de changer, de se modifier, de changer son courant, sa nature même, son esprit. Et ça, je trouverais ça dommage. Et quand je dis ça, de quoi je parle? Alors, qu'est-ce que tu dis, changer son esprit? Alors, son esprit, c'est ce côté dérision où on se moque de l'autre, mais dans un esprit sain. Dans l'amusement, dans ce qu'est le carnaval antillais, avec, je veux dire, ces bons moments, ces masses, ces gros papos. Masses-là, il fait pour faire moun paix, mais en même temps, on se moque de l'autre, etc. Mais le carnaval ne doit pas être dénudé. Et j'ai vu des choses aujourd'hui qui me gênent profondément. Voilà, j'arrive à ça. J'ai vu des excès, mais j'ai vu une vidéo qui m'a sidérée. Ces gens-là, ils ont tout uni pratiquement. Hein. Alors, c'est pas forcément en Guadeloupe, là, aux abîmes, etc. Mais c'est quelque chose qui est tout près de nous. Ils sont tout nus. Les uns derrière les autres, pardonnez-moi de l'expression, à la queue leu-leu, au sens propre et figuré. D'accord. Et ça me gêne profondément. Et il y a aussi des propos qui sont tenus, d'autres vidéos peut-être que tu as vues, où on entend les gens avoir des propos, mais qui sont fortement déplacés. Il y a des enfants aussi dans ce carnaval. Il y a notre jeunesse de demain. Et ce que nous produisons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter demain avec nos jeunes. Donc je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, maman des enfants, papa des enfants, grand-maman, ça qui n'est petite, mais qui pas ni petite aussi, faut nous... Comment je pourrais dire ça? Ranger quoi en nous. Ranger quoi en nous. Carnaval, oui, c'est une vraie promotion culturelle, une vraie promotion économique, je le pense prochainement, mais en nous garder, en nous bien comme... Je veux dire, c'est pas la débauche. Oui, c'est vrai. C'est pas la débauche, c'est parce que le carême arrive derrière que nous avons fait n'importe qui bitin, parce qu'après nous ne pouvons pas faire. Et d'ailleurs, carême jeudi jour, nous savons bien que carême, c'est à demi-carême, hein, et voire tiers de carême. C'est mi-carême. C'est mi, on a dit tiers de carême, et pas même mi encore. Donc voilà, je voulais pousser ce petit attention, on n'est pas là pour... notre carnaval, nous le vendons, nous commençons à le vendre à l'extérieur. Attention à ce que nous allons vendre. Voilà. Et surtout, attention à nous les femmes, à ce que nous vendons de nous. Parce que là aussi, nous prendre des dérives. Mesdames, je suis une femme aussi. On nous prend précaution à ça, nous tini. Il ne faut pas tout le monde vulgariser comme ça. Ok. Voilà, donc j'ai pas de date sur le carnaval. C'était ça mon petit. Quelques agendas, vite fait maintenant, pour reprendre la bonne humeur.
On va commencer en musique avec le festival de musique classique Les Nuits Caraïbes. Je vous en ai déjà parlé, 17 février au 24 février, ça caille-boute tout à l'heure. Mais il y a encore par exemple ce samedi 24 février à la chapelle de Néron au Moule, s'il vous plaît, dans l'habitation Néron. Il y a un double concert classique qui se tiendra, concert classique au jazz. Donc les places sont limitées parce que la chapelle elle est assez petite. Donc réservez vite, allez sur le site de Nuits Caraïbes, vous allez pouvoir réserver vos places, acheter vos billets parce que non seulement ça vaut le coup d'aller sur l'habitation Néron au Moule, c'est un lieu exceptionnel, d'une beauté magnifique, quand on sait l'histoire, mais en même temps ce lieu patrimonial a été extrêmement bien conservé, donc ça vaut le coup d'aller voir un concert là, et en plus un concert à la fois du classique au jazz, ça doit être à voir et à écouter, donc c'est ce samedi 24 février à l'habitation Néron, au Moule, donc réservation de vos billets sur le site de Nuits Caraïbes, Festival de musique classique et Caraïbes, donc je vous propose d'y aller en famille, je suis certaine que vous allez apprécier ce moment-là. Au Memorial Act, il y a toujours aussi les rencontres impromptues, comptez le processus créatif déchaîné. 18h, ça c'est le 24 février également. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Vous allez sur le site du Memorial Act, de plus en plus d'informations sont sur les sites internet, donc je vous le recommande. Mais vous avez donc une rencontre qui se fera à 19h, un extrait de Déchaîné, La Mangrove et Jeune Lab, un extrait de Corps à Corps Correspondance, une performance à prendre autour du corps. Donc voilà un nombre de sujets autour du corps, autour de la réflexion, de la danse qui vous sont proposés. C'est des œuvres qui méritent d'être là aussi visitées avec la compagnie La Mangrove par exemple, et donc allez sur le site du Mémorial, vous aurez toutes les informations et vous pouvez également réserver vos places pour aller à cette présentation. Enfin, une petite dernière, ça c'est... Nous sommes le combien aujourd'hui? 21. 21. Ouf, j'ai eu peur d'avoir mis une information qui est déjà dépassée. Le 22 février, à la salle Rémi Nessuta, j'avais très envie de vous parler de ça parce que Marilyn Dahomey qui présente ce premier concept, Longan. Marilyn Dahomey est une personne que j'apprécie beaucoup. On l'a reçue ici d'ailleurs et elle a beaucoup parlé de ça. Oui. Sa voix est magnifique, elle est chaleureuse et puis c'est quelqu'un qui a une forte sagesse en elle. Donc elle vous propose son concept Longan le 22 février à Rémi Nessuta et donc c'est à 19h, 20 € l'entrée. C'est demain, merci. Et c'est demain. Le concept Longan vous porte au cœur d'une expression créole, d'un rivage à l'autre, avec plein de musiciens tels que Joël Larochelle qui est à la basse, Michel Mado au piano, Nicole Valton chœur, Patrick Zora à la percussion, tout ça des gens que j'apprécie beaucoup. Donc allez donner de votre personne en allant écouter ce concert, ce concept avec cette Guadeloupéenne qui nous donne toute sa présence, toute son identité guadeloupéenne au travers de ce concept à découvrir donc ce 22 février 15 secondes, Martine, c'est l'heure de la pub. Et donc le samedi 24 février, je vous demande d'être au Moule, chez moi, dans mon bar, blues, jazz, reggae, avec Boons, une jeune Guadeloupéenne brésilienne. C'est où exactement l'adresse, Martine? L'adresse, c'est 6 rue du Commandant Mortonol, derrière le fort. Oui. Donc c'est à 19h30. Venez écouter cette jeune Guadeloupéenne brésilienne qui nous fait donc un petit concert à partir de 19h ce samedi 24. C'est entre, je vous dis, jazz, Brésil, reggae. C'est super sympa. La dernière fois, ça avait eu un succès. J'ai refusé du monde. Donc voilà, rendez-vous ce samedi 19h30 au Moule. Voilà. Le cinéma, un petit mot quand même sur le film. Cinéma, alors Black Panthers. Ah, voyez, moi je ne l'ai pas encore vu, j'y vais là prochainement, mais j'avais vu donc l'acteur principal qui est... dans le film, l'acteur principal, je l'avais vu dans le précédent film, donc avec tous ces Captain America, voilà, Civil War. Il avait joué déjà 2 ans, T'Challa. Il va revenir dans son propre film et tout ça pour vous dire que ce film, faut aller le voir. Il n'y a que des noirs dedans, pratiquement, c'est magnifique. Mais ça a fait ça a fait un buzz négatif sur le net parce que certains se sont émus à Hollywood qu'on leur ait pas donné la possibilité d'être dans le casting et qu'on n'a mis que des noirs. En noir, il voit film là ça parce que c'est Neg qui l'a et en cas quoi, c'est en plus de ça un beau film et donc les Marvels en général sont géniaux, c'est très fort. Fun Highway et donc j'irai le voir, je vous en reparlerai. Voilà, mais merci Martine, 15h31 exactement, c'est l'heure de la pub. Nous sommes en direct de ZCL, de RHT, de C10FM. Tout à l'heure, on va continuer le journal et puis après la dernière chronique, celle de Véronique qui va aujourd'hui faire une revue de presse. Voilà, c'est parti.
suis là. Bonjour à tous. Si vous prenez le journal tout de suite, eh bien, je vais vous faire un rappel des titres de l'information du jour et ce sera tout de suite après le générique des titres. Voilà, eh bien, on a parlé ce matin de Saint-Martin, bien évidemment, avec une interview de M. Gibbs faite par Maurice Cessé, c'était à Paris. Et tout de suite après, nous avons réagi avec M. Jean-Paul Fischer, qui est un spécialiste de Saint-Martin. On peut le dire. Formation pour entreprendre, c'est une organisation faite par le CARL. Vous savez, c'est la communauté d'Aglo du Levant. On a vu le reportage de Maxime Morel. Et puis tout à l'heure, on va parler du goûter Nani Non, c'est quelque chose qui s'est fait au MAC, puisque nous avions reçu l'animatrice la semaine dernière. Entre-temps, on a reçu Martine pour la chronique culturelle et dans un instant, ce sera Véronique pour la chronique de communication et de décryptage. Voilà, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était ce goûter Nani Nanan. Alors, quand on vous dit goûter Nani Nanan, c'est bien longtemps, c'est qu'on s'arrête quand on dit ça, on tient Nani Nanan, ça du son bien qui passait longtemps et c'est l'occasion pour des jeunes Guadeloupéens de venir au MAC, de découvrir des aspects ou de la vie culturelle et particulièrement pendant cet échange sur la vie artistique et culturelle, mais comme ils ont mangé, on dit nani nana et l'animatrice qui était venue la semaine dernière, nous lui avions bien dit que ça s'appelle un didico. Elle a noté, espérer qu'il paye parler seulement de goûter nani nana, elle parlera aussi de didico. Voilà tout de suite le reportage de Stéphane Manicor. Goûter Nani Nanan, déjà c'est l'occasion pour que les enfants puissent se marier à la culture, puissent s'intéresser à la culture à travers différentes thématiques. Donc là nous avons choisi art contemporain et c'est l'occasion pour que les enfants puissent découvrir cet univers, puissent découvrir les artistes, les techniques que les artistes ont choisies et surtout les thématiques. Les différentes influences culturelles qu'il y a eu, qui ont influencé ces artistes. Comment on appelle ça? C'est une tête qui se met devant ton visage. On appelle ça comment? Un masque. Il y a des bouteilles. Tu vois, vous voyez? Effectivement, ce travail de transmission se fait au Mémorial Act. Ce travail de transmission a lieu à travers l'histoire, a lieu à travers l'art, a lieu à travers l'aspect social. Et donc, justement, dans ce centre d'interprétation, nous travaillons sur la traite négrière, sur l'esclavage, sur l'histoire du monde et de la Caraïbe, mais sur cette mémoire commune. Et donc, ce travail se fait durant ces ateliers, durant ces moments où les enfants visitent les différentes expositions. Là, nous nous retrouvons dans l'exposition permanente, mais nous avons aussi l'exposition temporaire actuellement qui est sur la Caraïbe, sur Gabriel Garcia Marquez et Édouard Glissant. Et grâce au fonds d'Édouard Glissant, les enfants pourront apprendre et continuer à découvrir ce travail de ces deux hommes, ces deux visionnaires. C'est ouvert à tous, dès qu'ils ont 6 à 12 ans. Ils sont les bienvenus et on n'a pas seulement des visites de l'exposition et des ateliers, mais nous avons aussi des jeux sur la Caraïbe, des jeux sur les Amérindiens, des jeux sur l'Afrique. Et voilà, c'est le Mémorial Act, ce travail de mémoire commune. Voilà, il est 13h exactement et quelques minutes, c'est-à-dire 43 minutes déjà. Et c'est l'heure de la chronique communication avec Véronique. Bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de communication directement, mais on va parler de médias. Aujourd'hui, je propose exceptionnellement de parler, de passer la presse en revue et de s'arrêter un peu sur les revues de Guadeloupe de chez nous et de faire aussi un petit clin d'œil. Les médias de Guadeloupe. Les médias de Guadeloupe, oui. Et de faire un petit clin d'œil également avec les journaux de France. D'accord. Alors ça commence comment? Qu'est-ce qu'il y a quoi de neuf dans la presse cette semaine? Alors cette semaine, c'est l'après-carnaval, post-carnavalesque. Donc les journaux reviennent essentiellement sur les jours gras. Donc France Antilles par exemple qui consacre quelques petits articles ici et là de la soirée carnavalesque organisée par l'association de Quatre Chemins aux Abîmes en passant par le défilé des petits de la crèche de Port-Louis. Toutefois la question, le quotidien accorde une page entière au Mardi Gras en cabrette organisée par à Marie-Galante, à Saint-Louis précisément, pour tous ceux qui étaient en quête d'authenticité. Donc c'était là où il fallait être à Saint-Louis pendant les jours gras. Il y a aussi le Progrès social
qui en fait sa une en évoquant un mardi gras majestueux. Donc le Progrès social consacre 5 pages au carnaval, essentiellement des reportages photos et un encadré sur le buste des carnavaliers de Déhay qui a brûlé. Il y a aussi les Nouvelles Étincelles qui consacrent sa page 9 à un article sur le mariage burlesque qui s'est tenu à la mairie des Abîmes le 10 février dernier, et aussi à l'image du Progrès social, également des reportages photos concernant cette thématique. Toujours en Guadeloupe avec les nouvelles semaines. Là aussi, c'est le sujet du carnaval est revenu, et Nouvelle Semaine consacre seulement 3 pages au sujet parce que ce qui a retenu l'attention de ce journal, c'est le problème lié au transport, avec une question, cette belle question à mon sens, pourquoi ça n'avance pas? Donc la réponse, vous trouverez dans les Nouvelles Semaines en pages 14 et 17, dans le dossier qui se positionne en mode solution pour la gestion des grands embouteillages. On y voit quelques solutions du genre le transport scolaire, on y voit également le bateau-bus qui, souvenez-vous, est une promesse de campagne du président de région à Richalus. On voit également évoquer la déviation concernant la Boucan, oui, peut-être, on ne sait pas encore, et également le Carulis en tant qu'avenir du transport en commun. Mais l'autre sujet, en dehors du carnaval, qui a retenu l'attention de la presse, et surtout singulièrement de la presse en ligne, il s'agit du départ du recteur Camille Galap. Et la presse en ligne que vous voyez à l'image, CCN, nous connaissons sa plume habituelle, qui titre comme suit « Mercato, fin du CDD de Camille Galap et possible transfert chez Harry Chalus ». Dans le même ordre d'idées, toujours pour la presse en ligne, Guadeloupe Première, il est important de souligner que Guadeloupe Première, ce n'est pas seulement la radio, la télévision, c'est aussi Internet. Et dans un article signé par Joseph Fousselin, il met aussi en avant cette actualité liée au départ du recteur Camille Galap, et qui précise que le recteur est un serviteur de l'État au goût de la région. Donc, le départ de Camille Galap est aussi un sujet qui a retenu l'attention de notre quotidien France-Antilles. Alors, ça c'est pour la presse de la Guadeloupe et pour la presse française? Alors, la presse française ne s'est pas intéressée au départ de Camille Galap. J'imagine. D'accord, donc... Il n'y a pas intéressé à rien qui a passé ici, sauf l'union cyclone, un tremblement de terre ou un mouvement social. Bref. Très bien, oui, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, la presse hexagonale, la presse de France, en fait, a choisi un sujet qui me semble de santé publique. C'est à l'issue des résultats d'une étude française sur les aliments ultra transformés, les AUT, aliments ultra transformés. Le Monde titre « Plats cuisinés, boissons sucrées, une étude révèle des risques de cancer ». Il faut lire en page 6 de ce journal Le Monde qui accorde une demi-page et qui se consacre à cette étude qui a été menée en France sur plus de 100 000 personnes entre 2009 et 2017. Dans le même cas de figure, nous avons le journal Libération qui consacre ces 4 premières pages à ce sujet de santé publique et qui titre avec cette question affirmative « Aliments ultra transformés nuit gravement à la santé ». Vous verrez qu'il y a un point d'interrogation, c'est vraiment une question. Une vaste étude française met en cause l'alimentation industrielle dans le développement de cancer, sans toutefois démontrer un lien de cause à effet. Dans la même rubrique événements, toujours dans les colonnes de Libération, l'éditorialiste présente l'arrière-cuisine des aliments ultra transformés. Même s'ils sont omniprésents dans l'alimentation des Français, les AUT, aliments ultra transformés, restent peu étudiés et recouvrent quand même une réalité aux contours qui sont vraiment mal définis. Donc Libération conclut en disant qu'on a moins de chances d'être malade pour ce qu'on a mangé qu'il y a 30 ans. Et
toujours dans Libération, qui nous invite en fait à prendre, même si c'est un rapport important, mais à prendre avec prudence ces chiffres, de prendre avec prudence ces affirmations. D'accord. En dehors de ça? Ben, en dehors de cela, nous avons le magazine L'Express qui a présenté en fait à sa une la com de Macron, qui propose un décryptage de la com de Macron, qui nous propose en fait, qui nous fait voir comment est orchestrée et surtout comment est verrouillée la politique, la communication du président de la République française, et qui nous montre aussi quel rôle joue son épouse Brigitte Macron. Le journal consacre pas moins de 15 pages pour démontrer qu'Emmanuel Macron a tout mis en place pour maîtriser sa communication de A jusqu'à Z. Ce dossier montre que les conseillers en communication de l'Élysée, comme des gardiens de la com, contrôlent, préparent tous les sujets. Tout ce qui sort est maîtrisé, tout ce qui sort est sous contrôle. Donc, et même l'image de la première dame dans les magazines People. Alors, est-ce à dire que ce dossier sur la com de Macron nous apprend ce qui c'est com, ou alors... En fait, à mon sens, c'est une communication, liée à la communication de l'Élysée, juste pour donner envie aux gens d'acheter le magazine. Mais quand on lit l'article, c'est vrai que on pourrait s'attendre à plus d'infos que cela. On n'apprend pas plus sur la façon dont la communication est maîtrisée. On n'apprend pas plus non plus sur ce que Macron fait avec ses équipes, mais tout ce qu'on peut mettre en lumière, c'est que à l'Élysée, l'occupant de l'Élysée actuel gère sa communication de façon stricte, et comparativement aux précédents qui ont occupé la même place que lui, je pense à Sarkozy et à Hollande, qui n'ont pas eu la même maîtrise de leur com. Donc, merci Véronique, on va retrouver la semaine prochaine pour sa rubrique de décryptage de la communication. Là, il est pratiquement 13h50, c'est le dernier sujet qu'on va aborder dans ce journal. C'est Kinomas, concours de court-métrage, et c'est Vianney Valverde qui a suivi cette affaire et qui nous rend compte tout de suite son reportage avant qu'on se quitte vers 13h53. Qu'est-ce que le kino? Le kino, c'est un concept canadien qui a commencé en 1999 avec des étudiants canadiens qui, à l'arrivée de l'an 2000, se sont dit, bon, il y aura le bug, il y aura une catastrophe, donc ils ont commencé à filmer. Il faut qu'on fasse des films, il faut qu'on garde des traces de notre existence, etc. Et puis, petit à petit, ça a pris, alors ce sont des études en audiovisuel, et ça a pris, et puis encore aujourd'hui, on a le Kino Montréal, et on a des cellules de kino partout dans le monde. Il y a plus de 170 cellules dans le monde entier. Et en Guadeloupe, on s'est dit, bon, quand on a vu le concept, on s'est dit l'année dernière, pourquoi pas chez nous? Et on a lancé le kino. Et là, bon, le kino masse, à cause du carnaval, donc on a lancé, en général, les kinos, c'est 72 heures. Ils ont 72 heures pour filmer. On donne un thème, ou alors des fois c'est thème libre. Et là, on s'est dit, bon, comme le carnaval est court, on leur donne 5 semaines, puisqu'il y avait les dimanches, et les jours gras. Donc, on leur donne 5 semaines pour tourner. Et voilà, donc on va découvrir ce soir, en même temps que le public. Les films arrivent, là, ils commencent à arriver, on va découvrir en même temps que le public. Le kino en Guadeloupe, c'est tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, on donne le thème, les gens se rassemblent, on donne le thème, et avec le minutage et le temps de remise de film. Donc là, cette fois-ci, on a lancé le thème en début janvier. On a lancé un thème qui s'appelle Kinomas, puisqu'on est en période de carnaval. Bon, au lieu de l'appeler Kino Carnaval, on l'a appelé Kinomas, mais c'était tout ce qui se passe autour du carnaval, quoi. Donc les à côté, pendant, après, dedans, hors, en fait tout ça. Et donc ça a été lancé en début janvier. Et voilà, donc on fait la projection ce soir. Donc on reçoit les films ce soir. Les gens ont eu pratiquement 1 mois pour faire un film, ou 3 semaines, ça dépend. Donc là, on reçoit, les gens viennent avec leurs films, ils me remettent ça sous une clé, je fais entrer dans l'ordinateur, et tous les films, on va les regarder ce soir. Donc là, c'est Kinomas des autour du carnaval. Avant de projeter ces films-là, on va projeter le dernier kino qui a eu lieu, c'est-à-dire le Kino Bleu. Le premier but du kino, c'est de s'éclater, c'est de prendre un pied, mais avec de la vidéo.
C'est comme des gens maintenant, ils font des... déjà quand ils font des chansons, ils font des clips. Là, tu fais de la vidéo, mais de la fiction. On reste sur la fiction, bien sûr. C'est-à-dire des scénarios comme, voilà, qu'une histoire, quoi. Et c'est ça, le but, c'est de se faire ça. Maintenant, c'est pas réservé aux professionnels, c'est amateur, professionnels mélangés, toutes sortes de personnes qui n'ont jamais fait de film. Il y a des chanteuses qui ont déjà réalisé des courts-métrages dans le kino, qui c'est pas leur métier de faire de la vidéo. Ils sont chanteurs, mais ils font. Voilà, il est 13h56. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas encore, mais ça m'étonnerait, que nous sommes en vigilance jaune, danger, mer dangereuse à la côte. Alors, moun qui boit de la mer, il y a toujours du bois de la mer pas loin, mais voilà, ça c'est bois de la mer là, Cavine 6 autres. Donc faites attention, depuis ce mercredi matin, la mer levée par le vent d'est-nord est forte, avec des coups moyens proches de 3 mètres. L'arrivée d'une houle de nord-est mercredi en soirée va dégrader les conditions de mer, celle-ci devenant aussi dangereuse sur la côte. J'en sais quelque chose, puisque à Trois-Rivières, où je suis, non mais là, l'aide. Vent d'est, nord-est, il souffle de manière soutenue sur la période avec des rafales atteignant souvent 60 à 70 km/h, voire 80. Donc, c'est pas un cyclone, mais enfin, il y a un bon petit vent. Et d'ailleurs, je profite pour vous le dire, puisque depuis quelque temps, on ne cesse de le dire, il fait froid. Eh bien, il ne fait pas froid en Guadeloupe, il y a simplement un vent persistant, surtout en début de soirée, mais d'après ce que disait météorologue, ces jours-ci, à partir de la fin de la semaine, ce vent frais devrait normalement s'atténuer, et donc moun be senti besoin mettez couverti les soirs, alors que dans certains foyers, je sais, on met encore de la clim le soir malgré ce vent frais. Voilà, il est 13h56. C'était à la réalisation, c'était Mr. Z, comme ZCL, qui était là. Non, Zébris, que ce que je dis. Et donc, si vous avez tout raté, mais vous aurez la possibilité de tout voir sur le www.zcl.tv. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain encore, bien sûr. Il y a déjà plein d'invités qui sont prévus et on devrait parler encore une fois du mois de l'Afrique, mais pas que. Et peut-être avec Mouna Hydreville, parler du CHU, puisque la situation là-bas est particulièrement compliqué, complexe en ce moment. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon appétit si vous êtes encore à table, ce qui m'étonnerait. Ben moi, essayer pour vous manger. On dit dico, allez là ça.